Ouais, Sève Lafrite avec le beatmaker de Saddam Hussein. Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo tranquille puisqu'on va parler d'une histoire de fou qui a sa particularité à elle. Ça ressemble un peu à ce que j'avais fait avec le groupe The Shags, les filles qui sont fait forcer par leur père, ou la chanson la plus mystérieuse d'internet, où d'ailleurs on n'a toujours pas de réponse. Je vous avais dit que je vous tiendrais au courant. Je vous tiens au courant. Alors, il se peut que le titre de cette vidéo vous ait intrigué, ce qui est normal. Ouais. Mais avant de vous parler de ça, il faut que je m'adresse aux étudiants, parce que la vidéo du jour est sponsorisée par Amazon Prime Student. Amazon Prime Student. Man, we don't give a fuck. Aujourd'hui, on va partir sur une histoire qui sort des sentiers battus. On va parler de l'un des plus grands chanteurs-compositeurs irakiens, qui a une histoire particulièrement unique. Parce qu'avant d'être une star, il a vécu un truc assez fou, tellement fou que ça a retenu mon attention et que ça m'a donné envie d'en parler en vidéo. Dites-vous que ce mec peut s'asseoir à une table et dire « J'ai été le beatmaker de Saddam Hussein ». Oh lolo. Tu vas voir, Freeze va te faire une reprise de ce même son bientôt. Oh, il y a un plugin. Avant de commencer pourquoi je trouve cette Je préfère la skip moi-même. Ça rend le truc un peu plus personnel, tu vois ce que je veux dire. histoire incroyable, il nous faut du contexte. Déjà, c'est qui Saddam Hussein ? Brièvement. Saddam Hussein, c'est un dictateur irakien qui a été au pouvoir pendant plus de 20 ans et qui, comme tout bon dictateur qui se respecte, a eu recours à une politique de la peur, à de la violence, à la propagande, l'intimidation, l'utilisation des services secrets, etc., etc. Très mauvais délire. Deuxième chose à savoir pour le contexte, c'est que l'Irak et les États-Unis, ils sont pas super copains. Il y a eu la guerre du Golfe dans un premier temps. C'était pas à cause de... Ils pensaient que Saddam avait une arme nucléaire qu'ils ont commencé leur bail. Début des années C'était avec Bush, ça, non? 90, puis en 2003, la guerre en Irak, dont vous avez tous déjà sûrement entendu parler, qui s'est finie genre en 2011. Et pendant ces deux guerres, c'est justement Saddam Hussein qui était au pouvoir. Bon, c'est pas un résumé ça, mais voilà en gros pour le contexte. Moi je vais éviter de rentrer dans les détails de la guerre, etc. Parce que si ça sert pas mon histoire que j'ai envie de raconter, c'est pas utile à mes yeux. Donc si vous venez pour en apprendre un petit peu plus sur ce conflit, c'est pas l'endroit. Vous allez être très déçus. Ah bon, regardez. Yasser Arafat et Saddam Hussein. Deux documentaires qu'on va checker bientôt. Il y a sûrement Le Monde ou un de ces reportages. Voilà. On pourra aller voir. Il faut, Je on vous veut tout présente savoir. Nasrat al-Bader. Il est né le 2 janvier 1980 à Bagdad, en Irak. Il grandit dans sa jeunesse avec une passion particulière pour l'art et la musique. Il s'intéresse à la composition, à la poésie, mais il est dans un environnement familial qui n'accepte pas ça. Son père ne voulait absolument pas qu'il aille dans cette voie-là. C'est un milieu trop instable, c'est peu sûr. Fais pas ça, mon fils, tu vois. C'est ça, dans le monde arabe, c'est interdit la musique, non? C'était trop risqué à ses yeux, et pour lui, c'était pas facile de négocier son père. Malgré ça, quand c'est le truc qui te dévore de l'intérieur, quand tu trouves ta vraie passion, t'as beau promettre à ton père que tu feras pas ça, etc., c'est comme si c'était un peu ton destin parce que les choses finissent souvent par te rattraper. Il va faire sa scolarité et garder dans un coin de sa tête ses ambitions. Il fait une partie de ses études au College of Fine Arts University de Bagdad. Là-bas, on y étudie l'art, le théâtre, les films, le design, la calligraphie arabe ou encore la musique. Et vous vous en doutez, il va se régaler en musique. Papa, il fait ses cours, etc. Il est fort, il est bon. Il se fait remarquer, il est bon. Ça se voit que c'est ce qu'il aime, ça se voit que c'est son truc intérieur, tu vois. Il obtient son diplôme et il devient ingénieur du son, puis compositeur. Et ainsi de suite. Il apprend à jouer le oud, la guitare, le piano, etc. Il obtient un job dans un studio de Bagdad, le studio Hikmet, et il fait ses classes, pour l'instant tout va bien, etc. Étape par étape, il commence sa vie avec un travail qui lui plaît, etc. Donc il rencontre des artistes, il travaille avec eux, et il est super bon. Il est reconnu hyper rapidement pour sa créativité, etc. Sauf que, il y a toujours un sauf que, ou un mais, il y a toujours un truc. Il est tout jeune, on est au début des années 2000, et c'est une période un petit peu particulière parce que tous les artistes, les gens avec qui il traîne, etc., tout le monde sent venir une guerre. Tout le monde se dit qu'une guerre va finir par arriver. Le contexte politique est foireux de ouf, et ils ont connu que la guerre. Et je sais pas, mais les gens le sentent. Les gens sentent que ça pue, que ça va péter à un moment donné, et que c'est le moment de se barrer. Donc la plupart des artistes et tout, machin, avec qui ils travaillent, il y en a plein qui fuient le pays, parce qu'ils sentent venir J'ai pas l'expression, ils sentent venir Ça sent le roussi. En mars 2003, les États-Unis envahissent l'Irak pour renverser le pouvoir en place dirigé par Saddam Hussein. Les raisons officielles sont encore floues et discutées aujourd'hui, je vous laisse vous renseigner. Mais Bagdad, là où vit Nasrat, se fait bombarder. Aïe, 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 aïe. Et lui, il a pas pris le temps de fuir. Lui, il est sur place. Oh.
Nasrat a 23 ans, la ville se fait bombarder et il part se réfugier dans le studio où il travaille. Premier réflexe, il se dit « ici je serai potentiellement en sécurité ». Du coup il va dans ses studios, il s'enferme dans ses studios et là des gens forcent la porte, forcent l'entrée. Toc. Hey, c'est passé quoi là? Attends. Les gars, vous avez entendu? Attends, merde. Non, vous mentez. Oh. Oh. Oh, sa mère la pute. Oh. Oh. Oh shit. Yo, j'étais trop concentré. Yo, j'étais trop concentré. Oh, le coup de pression. Oh, oh le fils de pute. Oh, le fils de... Oh, le fils de pute. Oh, oh le fils de pute. J'étais à 2 doigts d'aller me demander c'est quoi qui s'est passé. J'allais sortir dehors, mais il fait froid. J'allais chercher un chandail. Je regardais devant, dans le trou, voir si c'était quelqu'un dans le couloir. Je regarde par la fenêtre, il n'y a personne. Alors que je suis au 6e étage. J'allais mettre un chandail, aller chercher quelque chose pour me défendre. J'ai pas compris. Oh, le bâtard. Il m'a mis un coup de pression, la vérité. Oh, shit. Oh, le fils de pute. Oh, le fils de pute. Oh, le bâtard. Oh, enfoiré. Oh, le fils de... Oh, le fils de pute. Oh, shit. Je suis encore sous le choc. Oh, le fils de pute. Oh, le fils de pute. Attends, c'était vraiment sur le... Toc studio, il Yo. s'enferme dans ses studios. Yo, bro. Oh, le bâtard. Oh, le connard, va. Et là des gens forcent la porte, forcent l'entrée. Ah, Toc. Yo, bro. Oh, my God. Il veut pas faire ça. Oh, man. Yo, ma base, je suis trop... Je suis fébrile, là. Toc toc, il y a un groupe de personnes qui vient réquisitionner Oh, c'est la les lieux. dernière À fois que je partir mets de les 2 maintenant, casques, c'est à frère. nous. Et tous ceux qui sont là, c'est à nous aussi. Et ce groupe de personnes, c'est des membres du parti Baas, autrement dit, le parti de Saddam Hussein à ce moment-là. Et depuis le début de l'attaque, Saddam Hussein cherchait à trouver quelqu'un pour faire des chants de propagande, afin de motiver Y a pas à les mettre gens des coups à de se battre pression contre comme ça, l'envahisseur américain. Du coup, ils ont débarqué dans le studio de Nasrat, flingue sur la tempe, et ils lui demandent s'ils auraient la gentillesse de les aider. Du coup, il a dit Non, bien sûr. d'accord. Nasrat est donc pris en otage dans des conditions horribles. Il va rester près d'1 mois enfermé, une trentaine de jours à se faire menacer, se faire torturer, à devoir composer, à devoir chanter de la propagande pour Saddam Hussein entre les bruits de bombardement de l'extérieur.
De fil en aiguille, il va tomber petit à petit dans l'alcoolisme. Le whisky devient l'un des rares trucs auxquels il arrive à se rattacher pour supporter ce quotidien-là. Et surtout dans cette période où il est enfermé dans ce studio pris en otage, le seul moment où on le laisse sortir, c'est pour aller acheter du whisky chez l'épicier de la rue. C'est tout. Ce sera sa seule visite de l'extérieur, quoi. Et ce sera le seul contact humain dit normal qu'il va entretenir avec cet épicier-là. Du coup, en tout, on lui demande de faire 100 morceaux de propagande qui sont destinés à être diffusés à la télévision, à la radio, etc. Bah là, ils ont besoin de propagande, quoi. Je sais pas si vous allez vous rendre compte du contexte dans lequel il est et dans le contexte dans lequel il doit faire ça, mais c'est pas humain, c'est horrible. Durant le premier mois de combat entre les États-Unis et l'Irak, il a eu énormément de chance parce que aucune bombe n'est tombée sur le studio. Et au bout de 30 jours, il a tenu le coup, et mission réussie, il a fait 100 sons en 30 jours. Du coup, c'est le moment de souffler, il a réussi, il croit qu'il va être enfin libre, il se dit qu'il est sur le point de récupérer sa liberté, mais non, ça ne fait que commencer. Damn. Ah ouais. Dehors, la guerre s'intensifie. Côté irakien, ça va pas du tout, et l'armée américaine est en train de prendre largement le dessus. Le 9 avril 2003, c'est la chute de Bagdad. Vous avez sûrement déjà vu ces images avec la statue de Saddam Hussein qui tombe. C'est d'ailleurs pour Saddam Hussein le début d'une cavale, mais ça marque surtout la fin de son régime et de tous ceux qui y avaient un rôle. Du Tigre, le long des murs du palais, les derniers défenseurs de la résidence de Saddam prennent la fuite, s'ils le peuvent. Ah ouais, on les flingue direct. Donc à partir de ce moment-là, tous ceux qui sont de fuir. au régime de Saddam Hussein, ils sont recherchés. Et donc Nasrat, Nas, on va l'appeler Nas, lui il est toujours réfugié au studio, et là des nouveaux mecs viennent toquer. Toc toc toc. Faut qu'il arrête de faire ça. Oh, on vient me libérer de tout ça, etc. Enfin, des gens ont dû être au courant, etc. On vient m'aider. Qui va là? Le ministre des Affaires étrangères et de l'Information. 12 gardes du corps armés. Bonjour Nas, comment tu vas? Ce ministre est un proche de Saddam Hussein et il décide de venir squatter le studio pour s'y réfugier. Il lui dit, à partir de maintenant, je vais me cacher ici. Et tu vas rien faire du tout. Tu vas juste continuer de faire ce que t'as commencé parce que on a de la propagande à faire. Et ce gars là, le ministre qui décide de venir se cacher dans le studio de Nasrat, en fait c'est le mec qui dirige les médias. Il est ministre de l'information. C'est-à-dire que c'est lui qui a le pouvoir sur la propagande, la télé, la radio. Et il veut continuer à matraquer la télé de clips, de musique, etc. De trucs pour motiver les gens à se battre, quoi. Du coup, il est à nouveau pris en otage et rebelote. Whisky, puis il compose, puis whisky, machin, nanan. Des fois, il frôlait le coma éthylique. C'est même pas une vanne, c'est juste vraiment, il le raconte en interview. C'était à ce niveau-là, quoi. Donc bon, je vous laisse imaginer l'ambiance dans le studio. Il se retrouve donc bloqué avec l'un des mecs les plus recherchés du pays et il doit accompagner en musique ses déclarations officielles sur la guerre pour la télévision. Ah ouais, il aurait pu prendre un collatéral là. 2 fois de suite, c'est abusé. Et là où ça va clocher, ça va devenir un petit peu même drôle, c'est sur les déclarations officielles du ministre, il va perdre toute sa crédibilité. Je vous explique pourquoi c'est marrant. Ce ministre, pour faire de la propagande, et c'est le but de la propagande, il mentait ouvertement. Mais le problème, c'est qu'il mentait mal. Genre, à la télé, il annonçait des victoires qui n'existaient pas. Et les gens dehors, ils voyaient bien que... Bah non, en fait, pas du tout. Bravo à vous pour cette victoire, l'ennemi continue de reculer. Non, mec, la ville est entièrement prise. Il ment, et il ment mal. C'est un très mauvais joueur de poker, d'Among Us, de ce que tu veux. Le mec ment mal. They are trapped everywhere in the country. They are trapped in Qasr, they are trapped, they are not near Baghdad. Tellement il était obligé de se cacher, il était déconnecté de la vraie situation qu'il y avait dehors. Du coup, bah, il disait des dingueries. Tu sais qu'il a annoncé des trucs comme « Ouais, les soldats américains se suicident par milliers. Tant c'est perdu d'avance pour eux et tout. » Mais dans des déclarations officielles à la télé, les gens étaient là en mode « Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Il est fou !» Bref, je trouve ça marrant. Et Nasrat, il était câblé au studio avec ce mec. Alors déjà, c'est dangereux parce que t'es avec un mec qui est recherché et qu'on veut allumer, quoi. En plus, tu sers ses intérêts et en plus, c'est un gros bouffon. Donc, enfin bref. Nasrat est forcé d'être avec lui. Il raconte même que les 12 gardes du corps du ministre, petit à petit, ils ont perdu son respect. Parce que le mec, c'était trop en cassos, quoi. Et pareil, tout ça va durer une 30aine de jours, c'est super long. T'inquiète, on va aller s'informer après sur les trucs de bouche, tout ça, là. Il se souvient d'une fois où il a cramé le ministre en train de s'engouffrer les derniers paquets de cookies tout seul, en s'enfermant dans la réserve, tu vois. C'était un rat de fou. Le mec, c'était un vieux gars jusqu'au bout. Bref, le mois passe et la guerre finit par se calmer. Presque libre. L'essentiel des opérations militaires en Irak est terminé.
Dans cette bataille, les États-Unis et leurs alliés ont pris le dessus. Le 1er mai 2003, George W. Bush annonce que les combats s'achèvent officiellement. Une foule de gens commence à encercler et à rôder autour du studio. Ils veulent la tête du ministre. Nasrat, même avec ce qu'il a vécu, avec ce qu'on lui a fait subir, c'est pas une balance. Il trouve ça bizarre de livrer le ministre. Il se dit, il va rester là, à un moment donné, il va craquer et il va se rendre de lui-même. Là où Nasrat, lui, a juste donné toutes les bandes, les trucs radio, les machins, il a dit, je vous donne tout. Moi, je m'en fous, je voulais pas faire ça de base. Mais il est pas allé livrer en mode, le ministre, il est là, venez le récupérer. En plus, il m'a fait faire ça. Et en même temps, c'est risqué, parce que t'es dans un contexte politique où tu sais pas qui va reprendre le pouvoir. T'es le traître ou t'es l'ennemi de qui, selon la situation. Tu sais pas, tu vois. Donc, enfin bref, il préfère s'abstenir, il se dit, il joue bien ses cartes, lui. Il va pas se rendre lui-même parce que c'est pas vivable, y a plus de nourriture, y a plus rien. Ça fait depuis mars que Nasrat était enfermé, qu'il sortait juste pour aller se fournir en whisky. Et là, il peut enfin sortir, libre. Il découvre Bagdad en ruine. Il n'y a plus rien. Il peut enfin reprendre contact avec sa famille. Elle va bien. Elle a dû fuir au nord du pays. Lui, il compte les rejoindre, mais il peut pas parce que y a plus rien. Y a plus de transport, y a plus de ligne. Il est juste bloqué, lui, à Bagdad, dans une ville en ruine. Et mine de rien, le seul endroit, du coup, il peut continuer de vivre, et le seul endroit qui lui reste, c'est son studio. Du coup, même s'il est plus enfermé, il a que cet endroit où aller, donc il retourne au studio. Pendant les 15 jours qui vont suivre, il va récupérer et tranquillement se remettre de ce qu'il vient de vivre, mais seulement après 15 jours de répit. Pas 16, 15. Toc toc toc. Il y a des nouveaux mecs armés qui forcent l'entrée de son studio. Alors lui il se dit putain, on me recherche pour ce que j'ai fait, en même temps c'est normal, va falloir que je leur explique, etc. Et en même temps tout le monde cherche encore Saddam Hussein, donc peut-être qu'ils se disent que, tu vois, il est en panique, il a peur, et ce qui est normal, franchement, personne ne lui en voudrait. Et devinez quoi, rien à voir, les nouveaux mecs qui arrivent, qui sont armés et tout, c'est une milice religieuse, qui sont d'ailleurs genre les ennemis de Saddam Hussein, et ils viennent ici pour le prendre en otage, pour ses services. Et là je me dis que t'as pas de chance frère, c'est tout. Là franchement à un moment donné il faut arrêter, t'as juste pas de chance. Encore 3 fois. On lui demande cette fois-ci de faire de la musique islamique à destination religieuse. Bon. Ok. Là pareil, avec une AK sur ton crâne, c'est difficile de dire non, c'est difficile de refuser, tu vois. Et là, Nasrat se retrouve à devoir faire l'inverse de ce qu'il faisait il y a à peine 15 jours. Quand on lui dit qu'est-ce qu'il doit dire, etc., il comprend qu'il doit faire des sons de propagande anti-Saddam Hussein cette fois. C'est-à-dire l'inverse, il a le parti ennemi, où il a des sons, où il doit chanter des trucs comme Saddam Hussein va te faire enculer. Et là, il se dit, je risque ma putain de vie. En vrai, c'est juste trop risqué de jouer sur tous les tableaux comme ça. Il a pas le choix. Mais aux yeux du regard extérieur, le mec, en fait, est l'ennemi de tout le monde. C'est un traître. Donc à la fin, peu importe qui s'en sort bien de la guerre, il est le traître de quelqu'un d'autre, tant tout le monde vient le braquer pour lui demander des trucs. Il a ni la chance, ni le choix. Du coup, whisky. Et lorsqu'on tombe dans l'alcoolisme, on crée une dépendance. Et ça peut être super difficile quand on t'enlève ce à quoi t'es accro. Et bien lui, le seul contact qu'il avait à l'extérieur du studio pendant toute cette période sombre de sa vie, c'était avec le fameux épicier qui lui vendait son whisky. Malheureusement pour cette fois, les nouveaux mecs qui sont venus le prendre en otage, quand ils sont arrivés dans le coin, ils l'ont vu, l'épicier, ils l'ont assassiné. Comme ça. Mais là c'est un problème. Parce que là il n'y a plus le whisky, et la situation elle est très compliquée. C'est-à-dire que psychologiquement, là, c'est dur. Nasrat, là, on lui a tout enlevé. On lui a enlevé son seul contact humain. On lui a enlevé l'alcool, qui, mine de rien, c'était vraiment quelque chose qui l'aidait à supporter le truc. On lui enlève... en fait, on lui enlève tout. On le déshumanise à 100%. Il est un outil et il prend des risques énormes. Il est... Enfin, franchement, les gars, c'est l'enfer, quoi. Et si les 2 premières expériences dont je vous parle ont duré d'abord 1 mois, puis après le ministre 1 mois, cette fois, c'est pas 1 mois que ça a duré, c'est 7 mois. Ça a duré 7 mois enfermé, comme ça. Et 7 mois, c'est très long. Entre-temps, Saddam Hussein a été retrouvé par l'armée américaine, et au bout de 7 mois, lui, sort enfin de cet enfer. Mais pour de vrai, cette fois. Et c'est assez rapidement qu'il va se dire, faut que je bouge. Je peux pas rester ici, c'est mieux que je m'éloigne de tout ça, avec tout ce qui s'est passé, etc. C'est plus sage pour moi, c'est plus sage pour ma vie. Et j'ai aussi besoin de me reconstruire, j'ai pas envie de faire ça ici, dans ce contexte-là, j'ai besoin d'air, je me casse. Du coup, il part donc en Syrie pour se reconstruire. Il veut tenter de se sevrer totalement de l'alcool, qui maintenant, ça correspond à une période de sa vie ultra sombre, tu vois. Et il doit réapprendre les choses simples. Le contact humain, le social, remanger correctement, redormir correctement. En fait, il doit réapprendre à vivre. Il est dans un état post-traumatique, avec ce qu'il a vécu, où on peut pas se mettre à sa place, on peut pas comprendre ce qu'il a vécu, ni comment il l'a vécu, mais on peut comprendre qu'il a peut-être besoin de s'éloigner d'un peu tout ce qui lui rappelle ce moment-là. Donc bref, il va en Syrie. Et la question maintenant, c'est est-ce que c'est irréversible ce qu'il a fait, ou est-ce que il est enfin libre pour de vrai ?
Voilà que Nasrat est maintenant en Syrie et il y tente sa chance. Il continue de faire de la musique, il chante, il produit des artistes de là-bas et ça commence à prendre pour lui. Il vit même ses premiers succès commerciaux dans la musique, etc. Il se reconstruit, c'est vraiment... Son étape de reconstruction se passe hyper bien. En Syrie, on l'écoute de plus en plus, il commence à se faire un nom. En Irak, on commence à l'écouter, on se dit ah, putain, c'est un Irakien aussi. Il commence à devenir connu après tout ça, quoi. Ils vont apprendre ce qu'il a fait. D'avoir vécu tout ça, même si c'était sous la menace et que t'étais pris en otage, etc., tu l'as fait quand même. Ce qui fait que pendant que Nasrat est en Syrie, etc., et que tout va bien pour lui, qu'il commence à reprendre sa vie, il apprend que il est sur liste noire de terroristes à abattre, une liste qui a été établie par les nouveaux leaders d'Irak. Oh, fuck. Ça, c'est relou. Putain, ton gouvernement te met sur liste noire d'hommes à abattre. Ah, putain, chiant. J'avoue, chiant. Il y a des lundis matins, mieux. Et il sait pas quoi faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Et lui, il vit avec ce poids sur les épaules, sa famille est menacée également. C'est-à-dire qu'en plus, à la base, je vous rappelle que c'est un petit jeune plein d'ambition, qui veut faire de la musique, qui veut composer, qui est vraiment genre pas méchant, et finit sur la liste d'hommes à abattre, alors que c'est vraiment un amoureux de son propre pays de base. Il peut plus y retourner, sous peine d'être en danger, quoi. Donc les années passent, dans la crainte certes, puis il reste en Syrie, il fait sa carrière, et moi je veux juste faire de la musique, et il fait de la musique où il prône la paix, l'amour, sa carrière se porte bien, et c'est en 2008 qu'il va recevoir un coup de fil qui va littéralement changer sa vie. Le leader irakien en personne l'appelle et lui dit « Si tu reviens maintenant, je t'enlève de cette liste noire, je te donne 4 millions de dollars, et en échange, tu fais un son qui demande aux gens qui ont fui l'Irak de revenir. » Alors, la propale est excellente. Un guet-apens. C'est une très belle OP. C'est une très très belle OP. Mais, bah, clairement, ça pue le piège. Faut pas être naïf, tu vois, genre, ça sent quand même le bon traquenard. Tu vas arriver là-bas et on va te dire haha. Et le frérot, il en a en fait marre. Il veut juste faire du son dans son coin, il veut être tranquille. Il veut être tranquille et que on le met dans des bourbiers. Mais des vrais bourbiers. Pas nos bourbiers. Pas tes bourbiers. Des bourbiers bien à lui. Il se met dans des trucs, mec. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un délire. Et bien Nasrat, étant donné qu'il porte une paire de couilles remarquablement immense, accepte. Il retourne en Irak, et c'était pas un piège. Il n'y avait aucun bluff, il est même accueilli en héros. Il fait ce morceau qui appelle à l'unité du peuple irakien. Il fait l'unanimité auprès de tout le monde. Les gens l'adorent. Tout le monde l'adore. On le tèche de la liste des hommes à abattre. Et en plus, en bonus, il se fait 4 millions de dollars comme ça. Pardon, mais quoi? Sur quelle planète? Moi je suis désolé, mais sur quelle planète ce genre d'histoire existe? Et je sais même pas comment cette histoire aurait pu mieux finir. Avec Depuis ou ce sans jour, les streams. il a produit, composé, chanté pour lui, pour tout le monde arabe, des chansons d'unité, d'amour, qu'il a porté plus haut que n'importe quel son de propagande à la con, jusqu'à en devenir l'une des figures les plus importantes de son milieu. Aujourd'hui, ce mec est le chanteur et le beatmaker le plus influent de son pays. Il a remporté de multiples prix. Et il continue d'ailleurs encore aujourd'hui de transmettre et de produire des artistes irakiens. Il continue de développer la culture de son pays à travers l'art, à travers la musique, à travers la télévision, à travers le théâtre, à travers le cinéma. Il est partout et il est devenu un des piliers là-bas. Alors moi je suis de la team terre à terre, j'adore ça. Qu'est-ce que c'est bien d'être terre à terre. Et là ça paraît tellement surréaliste que... Putain quel kiff quoi. C'est quoi, je dirais même que c'est sûrement le chanteur, même si tu sais c'est pas notre culture et on n'entend pas parler, ça arrive pas jusqu'à nous. Ça reste quand même le gars qui a un passé inégalable en fait. À titre personnel, je trouve que c'est l'histoire la plus dingue sur le passé de quelqu'un. Il a un background. Tu sais, il y a plein de gens qui ont des vécus durs et tout, il s'est passé plein de trucs. Mais là, au vu du conflit, du contexte, de l'ampleur du truc, du moment de l'histoire, enfin, j'ai adoré cette histoire. Et surtout, si ce gars te dit « Ouais, j'ai vécu des choses », ça impose étrangement un peu plus de respect que d'autres. Il a une street cred unique. C'est même plus de la street cred, il a une war cred. Tu vas faire quoi? Écoutez, voilà pour cette histoire. C'est un peu plus court que d'habitude, mais en même temps, des fois, il n'y a pas besoin on aime bien. Des histoires tant qu'il y a l'essentiel. Nasser, déjà, merci. Félicitations. Merci jusqu'ici. Si vous pouvez penser à laisser un petit like, ça fait trop plaisir. Un petit commentaire, machin. Les deux, si vous avez aimé, même si vous n'avez pas aimé. Équipe. Merci également une dernière fois à Amazon. Ouh là là, le coup de pression qu'il m'a mis. C'est maintenant que je commence à être calme, hein. Depuis tout à l'heure, je suis en train de trembler dans ma tête. Faut que j'aille revoir, c'est comment il m'a fait sauter comme ça. Ah, le toc-toc, c'est un truc... Yo, pourquoi il a fait ça? Moi, je veux juste savoir pourquoi. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Bloqué de Orelsan? Non, j'ai pas vu. Attends, faut que j'aille voir les toc-toc.
Oh, mon cœur, il battait tellement vite, bro. Shit. Enfoiré ta mère! Mission réussie, il a fait Samson en 30. Yo! Finir par arriver. Le contexte politique est foireux de ouf. Et ils ont connu que la guerre. Et je sais pas, mais les gens le sentent. Les gens sentent que ça pue, que ça va péter à un moment donné, et que c'est le moment de se barrer. Donc la plupart des artistes et tout, machin, qui travaillent, il y en a plein qui fuient le pays, parce qu'ils sentent venir J'ai pas l'expression, ils sentent venir Ça sent le roussi. En mars 2003, les États-Unis envahissent l'Irak pour renverser le pouvoir en place dirigé par Saddam Je pense que c'est là, Hussein. non? Les raisons officielles sont encore floues et discutées aujourd'hui, je vous laisse vous renseigner. Mais Bagdad, là où... Ici, je serai potentiellement en... Ah, c'est là. Et là, des gens forcent la porte, forcent l'entrée. Toc. Seulement en sécurité. Du coup, il est dans ses studios, il s'enferme dans ses studios. Et là, des gens forcent la porte, forcent l'entrée. Ah, le bâtard, bro. Oh, man, fuck. Non, c'est un enfoiré pour de vrai. Je te jure, c'est un enfoiré. Premier réflexe, il se dit, ici, je serai potentiellement en sécurité. Du coup, il va dans ses studios, il s'enferme dans ses studios. Et là, des gens forcent la porte, forcent l'entrée. Toc. Hey, c'est passé quoi, là? J'étais allé derrière, il y a une fenêtre littéralement à côté de moi, ici. Les gars, il y a une fenêtre ici à côté de moi. C'est pour ça, en plus il fait nuit. Donc il y a juste cette lumière, puis ici il fait noir dehors. Il y a la porte ici pour aller sur le balcon. Donc c'est normal que j'ai pris un coup de pression. Peut-être il y a quelqu'un qui aurait monté pour essayer de me niquer ma mère, je sais pas. Mais quand j'ai vu ça, j'ai pris un stress direct. J'étais stressé. Ça se voit sur ma face que j'étais stressé. Potentiellement en sécurité. Du coup, il va dans ses studios, il s'enferme dans ses studios. Et là, des gens forcent la porte, forcent l'entrée. Toc. Oh fuck. Hey, c'est passé quoi là? Oh merde. Oh merde. Ah, ça fait du bien que c'est... Il m'a bien eu, il m'a bien eu. Je dois m'avouer vaincu, il m'a eu. Attends, viens, on regarde les toc-toc, ce qui se fait prendre. Il m'a bien eu, ce bâtard. Dude, can you guys hear me right now? Okay, I think I must have really lucked out, cause... Unless that literally broke my headset. Le son, il est trop fort, bro. Or did someone just donate you the gif of the knocking? Dude, I think I just got so lucky. Like, my headset stopped working. Oh! Dude, it was the knocking! Holy fuck, I fell for it! No fucking way, dude! I fell. Pourquoi ça commence ici? C'est quoi ça? Even though they get timed out. It's a push. The hell was that? Hello? C'est quand t'es trop concentré que ça vient te chercher. Si t'es trop concentré, ça te prend de surprise. Et quand j'ai entendu toc toc toc, mon cœur il a sauté, j'étais là, oh, ok, il y a quelqu'un qui va me tuer, il va me flinguer live. Ouf, maintenant je suis détendu. Bon, on regarde l'interview de Flemme. Ou sinon on regarde les trucs sur Bagdad. Attends, je vais voir s'il y a un docu Bagdad, Le Monde. Peut-être je devrais écrire Saddam Hussein. Le Flemme. Ok, vas-y, on y va avec le Flemme. Ça, je vais checker mes docus. SO le Flemme. Purée, c'était trop drôle. Ah, j'ai la flemme.